Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ligne pour cette présentation du nouveau Kobo HC20 DT, cette première présentation. Je vais vous présenter un petit peu le sommaire du jour. Donc, on va commencer par une petite introduction pour resituer Yaskawa, resituer l'HC20 dans notre gamme de produits, avant d'en venir aux caractéristiques et aux spécifications techniques propres à ce modèle. Ensuite, je m'attarderai sur certains points tels que la simplicité de programmation, la sécurité des opérateurs, bien sûr, et le mode Kobo hybride. Et enfin, je présenterai quelques cas d'application et de marché cible pour ce nouveau Kobo HC20 DT. À la fin, bien sûr, je répondrai aux questions que vous pouvez poser pendant toute la présentation via le chat. Alors, pour commencer, je vais vous commencer par introduire Yaskawa. Donc, Yaskawa est une société japonaise qui a été créée en 1905, donc plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de la motion, parce que Yaskawa, en 1905, fabriquait son premier moteur électrique pour remplacer les hommes et les animaux dans les mines à charbon. Ce faisant, développant sa technologie depuis 1905, Yaskawa a introduit pour la première fois le terme mécatronique. C'est un ingénieur d'Yaskawa qui, en 1969, a utilisé pour la première fois ce terme mécatronique utilisé aujourd'hui, qui est la science qui relie toutes les technologies de mécanisme, d'automatisme et d'informatique industrielle aujourd'hui. Donc Yaskawa, c'est deux activités principales, donc la partie Drive on Motion Control, donc qui représente la motorisation et la variation de fréquence, et la partie robotique, avec des robots pour tout type d'application. Donc à ce jour, c'est 460 000 robots installés à travers le monde, pour une production annuelle d'environ 48 000 robots par an. Et en termes de variateurs, 30 millions de variateurs de fréquence et 19 millions de servomoteurs et variateurs, donc pour chacun, 19 millions de servomoteurs et 19 millions de variateurs à travers le monde. Donc Yaskawa produit depuis cette année, de 2019, produit en Europe, dans la toute nouvelle usine basée en Slovénie, avec une capacité de production de 10 000 robots par an. Donc, je vais maintenant vous présenter un petit peu plus en détail Yaskawa France. Donc, Yaskawa France, c'est 110 collaborateurs basés sur 2 sites. Donc, notre site principal qui est le Bignon, où je me trouve actuellement, à côté de Nantes, avec un tout nouveau bâtiment qui a été inauguré l'an dernier également, de 6500 mètres carrés, qui regroupe nos différentes activités, et une antenne également basée à Lyon. C'est 4 business units chez Yaskawa France. Donc la première, bien sûr, la business unit Drive on Motion Control, qui représente la division moteur, variateur. La division robotique, dont je fais partie, et qui représente la vente de robots pour les industriels. Une division également système, qui correspond à l'intégration de robots pour un métier bien particulier qui est le soudage. Et enfin, la division service qui, elle, englobe bien sûr toutes les autres divisions pour assurer le service, la maintenance, la formation et tous les services qui vont autour. Donc voilà en quelques mots pour Yaskawa France. Je vais maintenant vous présenter un petit peu la gamme de robots que l'on propose chez Yaskawa. Donc, on a une des gammes les plus larges du marché avec donc des robots 6 axes qui représentent la majorité des robots industriels vendus à travers le monde aujourd'hui, avec des modèles qui vont de 500 grammes et 350 mm de portée jusqu'à 900 kg avec plus de 6 mètres de rayon d'action. Également une gamme de robots bien particulière, une gamme de robots 7 axes et 15 axes, qu'on nomme ici robots humanoïdes, des robots 4 axes, qu'on retrouve principalement pour les applications de palettisation, avec une gamme qui va de 80 à 800 kg, des robots de très forte cadence pour les applications de pick and place, donc robots de mécanique Delta et de mécanique SCARA,
Également une gamme de robots dédiés à des métiers bien particuliers, hein. Certains métiers comme la peinture nécessitent d'avoir des robots qui soient capables d'évoluer dans un environnement ATEX. Également des robots pour les fonctionnements dans les environnements, dans l'agroalimentaire par exemple, en salle blanche où on a des normes ISO respectées. Et enfin, depuis quelques temps, Yaskawa propose également une gamme de robots collaboratifs avec deux modèles principaux sur lesquels je vais revenir justement dans la prochaine slide. Voilà. Donc, les modèles collaboratifs, on a donc depuis 2016, Yaskawa a introduit son premier robot collaboratif, donc le modèle HC10, un robot collaboratif de 10 kg pour 1200 mm de rayon d'action. Alors, on parle de robot collaboratif ou de cobo, hein, juste pour rappel, c'est la même chose. Le terme cobo étant juste un terme simplifié pour représenter la robotique collaborative. Donc ce modèle HC10 a amené à une déclinaison de différents modèles autour de celui-ci. L'HC10DT qui est le modèle incluant une boîte à boutons au bout du robot sur laquelle il est possible de faire le mode hand-guiding. Pardon. Donc ce mode-là, je reviendrai dessus justement un peu plus tard dans la présentation. Également une version IP67 et graisse agroalimentaire, la version HC10DT IP67. Une version pour les environnements où l'hygiène est important dans l'agroalimentaire également, avec une surface antibactérienne qui est l'HC10DTF. Et enfin, depuis cette année, le tout nouveau modèle HC20DT qui présente des caractéristiques supérieures par rapport à son petit frère l'HC10. Donc le 20 kg de charge utile pour 1700 mm de rayon d'action. Je vais maintenant justement revenir sur ces caractéristiques. Voilà. Donc pour commencer et vous présenter les caractéristiques, je vais lancer une première vidéo où vous allez pouvoir voir le robot et je la lance. Voilà. Nous sommes face au nouveau robot collaboratif Automan HC20DT de la gamme Yaskawa. Conçu conformément aux normes ISO 10218 et à la spécification technique TS 15066 relative à la robotique collaborative, il atteint un niveau de performance catégorie 3 PLTI. Ce robot n'en reste pas moins un robot industriel, robuste en fonderie d'aluminium, fiable, notamment par sa motorisation Yaskawa Sigma 7. Il est équipé de l'armoire de commande YRC1000 qui pilote l'ensemble des robots de la gamme Yaskawa dernière génération, ainsi que l'armoire de commande YRC1000 Micro, très compact, destiné aux robots de plus faible charge jusqu'à l'HC20DT. Comme vous pouvez le voir, ce Kobo possède un rayon d'action très grand, 1700 mm au poignet, et il est capable de porter une charge utile allant jusqu'à 20 kg, le tout sans compromis sur sa répétabilité donnée à 5 centièmes. Son indice de protection IP67 lui permet d'évoluer dans des environnements difficiles, atmosphère humide, atmosphère huileuse, comme notamment dans les applications de chargement de machines. Enfin, ce Kobo est destiné aux applications de l'agroalimentaire car il dispose de graisse alimentaire dans chacun des axes du robot et d'une peinture non toxique à base d'eau. Le tout sans aucune option. Voici pour ses caractéristiques principales. Donc voici pour la présentation des premières caractéristiques. Donc je reviens sur les caractéristiques principales. Hein. Donc je le disais dans la vidéo, 20 kg de charge utile. Donc 20 kg de charge utile au poignet. Bien sûr, il convient de vérifier la charge embarquée, étant donné qu'elle dépend du déport de cette charge-là, hein, du centre de gravité par rapport au flasque de fixation. Un rayon d'action de 1700 mm. Alors, important de faire attention lorsqu'on parle de rayon d'action, on donne
chez Yaskawa, le rayon d'action toujours au niveau du poignet. C'est-à-dire que lorsque le robot est complètement tendu, vous avez toujours la flexibilité des 2 derniers axes du robot. Et quand on compare un robot à un autre, c'est important de bien vérifier cette donnée-là, parce que les rayons d'action peuvent être gonflés un petit peu en exprimant celui-ci au niveau du flasque. Donc, pour les autres caractéristiques importantes à noter, on retrouve bien sûr la répétabilité de 5 centièmes, donc une répétabilité qui est rendue possible grâce à la rigidité de notre modèle, un modèle en fonderie d'aluminium complètement. Également, l'indice de protection IP67, qui lui permet d'évoluer, comme je le disais, dans des environnements humides. Et une autre donnée que je n'ai pas citée avant, le poids du robot, 140 kg, qui est un poids relativement faible comparé à la taille de la mécanique. Donc c'est important, et Yaskawa a travaillé justement sur cet aspect-là pour garder un poids raisonnable pour pouvoir embarquer le robot sur des AGV par exemple, et sans aucun compromis pour autant sur la technologie qu'on va voir un petit peu plus tard, des capteurs et la qualité des matériaux utilisés. Voilà. Et donc enfin, ce modèle est bien sûr catégorie 3 PLD, pour assurer une sécurité du robot. Voilà. Voici pour les caractéristiques principales. Je vais maintenant présenter un des modes qu'on attend souvent d'un robot collaboratif. Ce qu'on attend souvent, c'est de pouvoir programmer de manière simple et de rendre accessible la robotique collaborative à des utilisateurs novices. Donc, avant de m'attarder sur le mode on-guiding, je vais revenir justement sur les différents outils de programmation qu'on propose. Donc, on a principalement 3 outils que je présente ici en photo. Donc, on a le Teach Pendant, qui est le boîtier de programmation classique, qui est lui compatible avec tous les robots de la gamme, qui présente le gros avantage d'offrir une interface complète et de pouvoir programmer toutes les fonctionnalités qu'on retrouve sur les robots. On lui reproche parfois une interface qui est un peu moins moderne que ce qu'on peut retrouver sur un Smart Pendant. Et justement, le Smart Pendant, lui, présente l'avantage d'avoir une interface moderne, un grand écran tactile pour offrir à l'utilisateur une expérience tablette que tout le monde utilise aujourd'hui. Également, bien sûr, des fonctionnalités qui sont un petit peu restreintes par rapport au Teach Pendant, mais qui permettent d'assurer l'ensemble des applications dédiées plutôt manipulation ou pick and place. Et enfin, le troisième outil de programmation qu'on peut retrouver sur cet HC20 DT, c'est le mode Direct Teaching, avec donc un mode qui permet à l'opérateur de prendre le robot à la main et de programmer les points en le déplaçant manuellement. Pour ceci, on a une boîte à boutons, dont je vais revenir un petit peu dessus juste après ce slide-là. Ce qu'il faut noter par rapport au mode on-guiding, c'est que ça reste néanmoins un mode de reprogrammation rapide, mais plus destiné à des applications simples pour pouvoir reprogrammer quelques points, réaliser un cycle en manuel, mais ça ne s'appliquera jamais à réaliser des opérations complexes de programmation. Donc justement, ce mode on-guiding avec cette boîte à boutons, DT pour Direct Teaching, qu'on retrouve dans le nom HC20 DT, elle est composée de 3 boutons. Le bouton Move, qui permet, lui, de remplacer l'homme mort du robot, la gâchette homme mort qu'on retrouve sur le boîtier, pour autoriser l'opérateur à déplacer. Donc, on appuie sur ce bouton-là, on déplace. Un bouton Teach pour apprendre la position à laquelle se trouve le robot. Et enfin, un bouton Tool qui permet d'activer, de désactiver un préhenseur qui serait monté au bout du robot. Par exemple, un préhenseur par aspiration ou une pince.
Et le tout est géré par une interface qu'on retrouve à la fois sur le Teach Pendant et sur le Smart Pendant pour permettre de choisir le mode de déplacement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déplacer en axe par axe ou bien déplacer dans un mode cartésien pour maintenir l'orientation du robot. Donc, je vous propose maintenant de regarder la vidéo suivante dans laquelle je démontre rapidement comment fonctionne ce mode on-guiding. Pour vous présenter le mode de programmation on-guiding, guidage à la main, je vais réaliser une démonstration directement sur notre nouveau Kobo HC20 DT. DT pour Direct Teaching, c'est-à-dire que vous avez au niveau du poignet une boîte à boutons avec 3 boutons différents, un bouton Move pour le déplacement en mode on-guiding, un bouton Teach pour l'apprentissage des points et un bouton Tool qui permet d'activer, désactiver un préhenseur. Je suis en plus équipé du boîtier de programmation Smart Pendant, qui est un nouvel outil sur forme de tablette tactile, qui présente l'avantage d'être intuitif et avec une interface moderne. Je vais déposer le boîtier de programmation. J'active donc le bouton Move pour autoriser le déplacement. Et une fois à position, j'appuie sur le bouton Teach pour apprendre le point. Je répète l'opération plusieurs fois, de telle manière à créer ma trajectoire. Les points sont automatiquement enregistrés dans le programme. Voilà. On termine avec le dernier point. Et je récupère le boîtier de programmation sur lequel le programme a été enregistré. Je vais l'exécuter en automatique désormais. Donc la trajectoire que je viens d'enregistrer est jouée automatiquement. En conclusion, cet outil de on-guiding est un outil qui permet une reprogrammation facile du robot pour des utilisateurs novices. Donc voilà, pour ce mode on-guiding, hein, qui, vous l'avez compris, plus destiné à des utilisateurs novices qui souhaitent pouvoir programmer rapidement une trajectoire sans avoir à utiliser le boîtier de programmation classique ou le Smart Pendant. Donc bien sûr, tous ces outils-là sont complémentaires et l'utilisation de l'un ou l'autre des boîtiers de programmation dépendra du niveau de l'application, du niveau de la personne souhaitant programmer et de l'application à réaliser. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat, donc n'hésitez pas à laisser vos questions et j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc on a vu ce mode on-guiding. Je vais maintenant m'attarder un peu plus longtemps sur la partie sécurité, qui est aujourd'hui la partie la plus importante quand on parle de robots collaboratifs. Souvent le but, c'est de réaliser des applications complètement ouvertes et donc la sécurité est un des aspects primordiaux d'un robot collaboratif. Donc en quelques lignes, je vous propose déjà de commencer par une vidéo de présentation et après on rentrera un petit peu dans les détails. Alors excusez-moi, c'est pas la vidéo d'abord. Je vais d'abord vous présenter le design, ce qui fait que ce robot est un robot collaboratif. C'est son design extérieur avec une mécanique sans arête vive. C'est-à-dire que vous n'avez pas de zone de coupure potentielle. Vous n'avez également aucune zone de pincement. Vous pouvez passer la main entre tous les axes sans aucun risque de venir se faire happer par le robot. Vous avez également aucun faisceau extérieur. Alors, on peut remarquer que dans les vidéos depuis le début, il y a quand même un faisceau extérieur. Dans certains cas d'application
ou en fonction des préhenseurs qu'on a à utiliser, il peut arriver que l'on ait besoin d'un faisceau extérieur. Et du coup, dans ce cas-là, des fournisseurs tels que Léonie sur cette vidéo-là nous proposent des kits de faisceaux extérieurs. Mais sachez en tout cas que ce modèle-là, l'HC20DT, est déjà équipé de base d'un câble d'entrée-sortie qui rentre au niveau de la base et ressortent au niveau du dernier axe du robot, et également de tuyaux pneumatiques, donc de 2 tuyaux pneumatiques dans le bras directement intégrés, ce qui permet dans une grande majorité des applications de se passer de faisceaux extérieurs. On retrouve également, pour signaler l'opérateur, le mode dans lequel on se trouve, ce bouton Servo On, qui indique que lorsqu'il est vert, le robot est bien en mode collaboratif. On a également un bouton de réarmement situé à nouveau sur la tête du robot, qui permet, lorsque l'HC20 est arrêté par l'opérateur ou lors d'une collision, de relancer en un clic uniquement, de relancer le robot en fonctionnement dans sa trajectoire. Donc, on a bien sûr le boîtier DT qui lui également n'a aucune arête vive, donc pour empêcher l'opérateur de se couper ou pour en avoir aucun risque autour. Et on le disait au début, ce robot est équipé de graisse alimentaire dans tous les axes, donc une sécurité pour la partie application dans l'agroalimentaire. Donc voilà pour son design plus extérieur. Maintenant, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur du Kobo HC20DT? Donc dans un premier temps, c'est une technologie de capteur couple. Capteur couple intégré dans chacun des axes du robot, c'est-à-dire qu'on a 6 capteurs couples qui permettent d'assurer l'arrêt au contact. Et chacun des capteurs couples est constitué de deux signaux, de deux capteurs pour avoir une redondance du signal. Ce qui en réalité veut dire qu'on a 12 capteurs intégrés dans le Kobo HC20DT, donc qui assure cette fonction d'arrêt sûr, et également qui est certifié selon les normes ISO 10218 et la TS 15066. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces capteurs couples? Dans un premier temps, on va pouvoir paramétrer chacun des axes du robot, donc donner un paramétrage en Newton-mètre de l'effort du premier axe, du dernier axe, etc. Et également, on va pouvoir paramétrer l'effort maximum admissible, la résultante calculée au niveau du poignet. Donc, une résultante d'effort donnée en Newton. Donc, c'est grâce à ces capteurs couples et à la carte intégrée dans la baie de commande YRC1000 ou YRC1000 micro, la carte PFL pour Power Force Limit. C'est grâce à cette carte-là qu'on va pouvoir gérer ces capteurs couples et paramétrer son robot de telle manière à le rendre sécuritaire pour les opérateurs. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite à les écrire sur le chat et je vous présente maintenant en vidéo. Voici une démonstration des fonctions d'arrêt au contact destinées à assurer la sécurité des opérateurs amenés à travailler à proximité du Kobo HC20DT. Lorsque je me place en opposition avec la machine comme ceci, celui-ci s'arrête et un simple appui sur le bouton situé sur la tête du Kobo permet de repartir en cycle. La sensibilité de l'arrêt est réglable grâce aux capteurs couple intégrés dans chacun des axes du robot, les capteurs redondants. Il est possible de régler jusqu'à 32 seuils d'effort de telle manière à respecter les préconisations de la TS 15066 qui donnent des indications sur les efforts maximum acceptables en fonction des parties du corps, comme notamment 140 newtons au niveau de la main. De plus, lorsque le robot s'arrête, il se rétracte sur un faible mouvement de recul, de
telle manière à libérer l'effort en moins de 0,5 secondes. La programmation est un aspect très important des applications collaboratives. C'est pourquoi notre Kobo HC20DT est capable d'être programmé de telle manière à limiter les efforts en fonction du scénario ou des zones de travail. Donc vous l'avez compris à travers cette vidéo, le paramétrage des capteurs d'effort est la clé de la réussite de votre application collaborative, parce qu'elle va permettre justement de limiter les efforts, le réglage des 32 zones, d'assurer une application collaborative. Et là, je vais revenir justement un petit peu sur cet aspect-là, qu'il faut bien comprendre que aujourd'hui, on parle de robotique collaborative, mais ce qui est réellement important, c'est l'application. On le voit ici, notre Kobo est équipé d'un préhenseur, de différents équipements autour, et c'est tout cet ensemble-là qui doit être collaboratif pour pouvoir assurer une sécurité des opérateurs. Donc ça veut dire que dans certaines applications qu'on pourra citer un petit peu après, vous n'aurez pas nécessairement la possibilité d'avoir un environnement complètement ouvert. Il faudra sécuriser certains endroits. Donc il faut vraiment s'attarder sur cette partie application collaborative. Et la clé de la réussite, c'est également le bon accompagnement. Et donc, nous, chez Yaskawa, nous sommes bien sûr là pour accompagner les clients finaux et les intégrateurs dans leur démarche de réalisation d'applications collaboratives. Mais il y a également les organismes de sécurité qui jouent un rôle important dans la définition, dans le conseil et dans la réussite d'une application collaborative. Et je vous invite à vous rapprocher également de ces personnes-là. Donc voilà pour cet aspect-là. Je vais maintenant m'attarder sur un autre point qui caractérise notre gamme de Kobo, c'est le mode hybride. Alors, le mode hybride, c'est un terme qui est un petit peu à la mode aujourd'hui, mais rien à voir avec l'électrique. Le mode hybride, c'est un mode qui nous permet d'utiliser le robot en mode collaboratif, HC20DT, et dans la même application d'avoir une phase où on va pouvoir fonctionner en mode non collaboratif. Donc voyons à travers un exemple ici d'application où on a un robot collaboratif monté pour une application de chargement de machine. Donc bien sûr, le mode collaboratif, ça représente le mode collaboratif, ce serait l'environnement complètement ouvert. L'opérateur est à proximité, donc on assure la fonction de limitation de force et de puissance par le biais des capteurs d'effort intégrés au robot. Et lorsque l'opérateur est en dehors de la zone, donc à travers un système, par exemple, de scanner ou de scrutateur laser, on va pouvoir délimiter des zones autour du robot et détecter la présence ou non d'un opérateur. Et dans le cas où l'opérateur est en dehors de la zone, le robot passe en mode hybride, donc, qui est un mode non collaboratif. Et là, on a une désactivation de toutes les fonctions collaboratives, capteur d'effort, vitesse, qui vous permet d'avoir une application avec une cadence supérieure et le tout sans compromis sur le temps de cycle de l'application. Donc, je vais vous présenter justement dans la vidéo d'après ce mode-là en application. Démontrant en quoi ce Kobo reste néanmoins un robot industriel en vous présentant le mode hybride. Nous sommes équipés sur cette installation d'une barrière immatérielle de type scrutateur permettant de sécuriser l'espace de travail en définissant des zones. Lorsque je me trouve à proximité de la machine, comme dans le cas présent,
Celle-ci fonctionne en mode collaboratif à des vitesses réduites, comme l'indique la LED située sur la tête du robot. Lorsque je m'éloigne de cette zone, le robot passe automatiquement en mode non collaboratif, avec des vitesses pouvant aller jusqu'à 1 mètre par seconde et des accélérations et décélérations dignes d'un robot industriel standard. Lorsque je me rapproche à nouveau de la zone, les capteurs qui étaient dans la phase précédente désactivés sont réactivés de nouveau pour assurer la sécurité de l'opérateur et les vitesses réduites. En conclusion, ce mode hybride permet de garantir la sécurité des opérateurs tout en optimisant les cadences, le tout pour une plus grande flexibilité des applications industrielles. Donc voilà en quelques mots la présentation de ce mode hybride qui bien sûr nécessite d'avoir du matériel complémentaire pour détecter la présence d'une personne. Donc le but ultime, bien sûr, quand on parle de robotique collaborative, c'est souvent d'avoir un environnement complètement ouvert où le robot évolue sans aucune contrainte. Mais dans certains cas, et notamment lorsque la cadence le nécessite, ce mode hybride-là est plutôt le bienvenu pour permettre de manière temporaire de fonctionner en mode collaboratif et lorsque l'opérateur n'a pas besoin d'être en présence de la machine, de repasser dans un cycle de fonctionnement avec des vitesses, des accélérations, des décélérations importantes et du coup une cadence de production importante. En tout cas, plus importante qu'en mode collaboratif. Donc voilà pour cette présentation technique. J'imagine que vous aurez des questions à me poser sur ces différentes fonctionnalités-là. Je vais maintenant présenter en quelques slides dans quel domaine ce Kobo HC20DT pourrait s'appliquer et puis vous présenter un cas concret d'application. Donc déjà les industries auxquelles pour lesquelles ce Kobo a été conçu. Vous l'avez bien compris au début de la vidéo lorsque je présentais les caractéristiques de ce robot. Il est tout à fait adapté au domaine de l'agroalimentaire, étant donné ses caractéristiques techniques, graisse alimentaire à l'intérieur des axes, une peinture spéciale, un indice de protection IP67. Donc, toutes ces caractéristiques-là lui permettent de travailler avec des aliments nus directement, mais également sur des applications de palettisation qu'on va retrouver dans d'autres secteurs tels que dans la cosmétique, dans le pharmaceutique. Donc c'est vraiment l'application phare, et je viendrai justement un petit peu après, c'est l'application phare de ce robot-là, de par ses caractéristiques. Déjà sa charge embarquée qui permet d'embarquer des charges importantes, et son rayon d'action qui lui permet de couvrir des palettes palette Europe comme palette US. Mais on peut également retrouver une utilité à ce Kobo HC20DT dans d'autres domaines, tels que dans l'automobile, dans l'aéronautique, ou sur une ligne de fabrication, le robot peut venir en assistance à l'opérateur pour manipuler des charges lourdes, mettre en position des pièces et avant que l'opérateur termine l'assemblage, par exemple. Ou alors dans le secteur de la métallurgie pour aller positionner des pièces avant soudage, pour aller faire du chargement de machine, du déchargement de machine. Également dans le secteur de la plasturgie où on va pouvoir imaginer des applications de chargement, déchargement de machines, ou pour réaliser des chargements, déchargements de presse à injecter, ou par exemple des opérations après avoir sorti la pièce de la presse à injecter, donc le décarottage pour faire de la pose d'insert par exemple. Mais bien sûr, ce Kobo-là reste assez généraliste et vous pouvez le retrouver dans d'autres secteurs comme dans l'énergie, le textile,
La logistique également, hein, qui est un des secteurs aujourd'hui où la robotique se développe beaucoup, notamment pour aller faire de la préparation de commandes, embarquer sur un système de mobilité pour aller préparer du colis, faire du kitting. On est sur un Kobo polyvalent en termes d'application, et la limite de son utilisation restera bien sûr les caractéristiques techniques, charge et rayon d'action de la machine. Donc voici pour les industries. Je vais maintenant revenir sur un cas d'usage bien particulier, qui est le palettiseur collaboratif. Quand on voit les caractéristiques de ce Kobo-là, on se rend compte tout de suite des capacités pour ce type d'application-là. À savoir que, de par son rayon d'action de 1700 mm, déjà, l'HC20DT est capable de couvrir à la fois des palettes Europe ou de la palette US, avec des plus grandes dimensions que la palette Europe, des hauteurs de palettisation allant jusqu'à près de 2 mètres, également la possibilité de couvrir plusieurs palettes, donc deux palettes l'une de chaque côté. En termes de charge embarquée, on retrouve bien sûr 20 kg. Donc si on imagine un préhenseur de 2 kg, une capacité de charge allant jusqu'à 18 kg. Alors je mets quand même une réserve sur cet aspect-là, hein. Il faut toujours vérifier le centre de gravité de la charge embarquée. Donc en réalité, on va souvent, de par la dimension des cartons, se situer plus autour des 14-15 kg en capacité de charge. Par rapport à des cartons de 18 kg, il faudrait avoir une taille très faible pour entrer dans le centre de gravité admissible du Kobo. Donc pour ça, on a des outils de vérification en ligne qui s'appellent MotoSize. Et si vous avez une application et besoin de conseils pour dimensionner votre robot, on a bien sûr cet outil-là et on est en mesure de le faire pour vous. Voilà, donc également la capacité de déplacer des pièces de grande dimension, de par ces moments d'inertie au poignet qui sont cités un peu plus bas, hein, 4 kg mètre carré, qui sont des moments d'inertie importants. Et de par la même manière, de par sa charge embarquée et par la capacité à apporter des éléments de grande dimension, on peut également imaginer, bien sûr, des applications multiprises, multidéposes de cartons. Donc voilà, en quelques lignes. J'ai également une petite vidéo que je vais vous présenter qui a été réalisée d'une application qui a été réalisée par nos collègues de Yaskawa America, dans laquelle on voit l'HC20DT en application. Et notamment, vous allez pouvoir voir la hauteur de palettisation allant jusqu'à 2 mètres.
Donc voilà la présentation de cette application-là. Je pense que vous aurez remarqué qu'on était bien sûr avec des systèmes de scrutateurs. On n'était pas sur une application 100% collaborative dans le sens où l'environnement était fermé sur le côté et qu'on a une zone de présence pour que l'opérateur, lorsque l'opérateur est en dehors, le robot fonctionne dans un mode complètement non collaboratif avec des vitesses importantes et du coup une cadence qui dépasse les capacités en mode collaboratif. Vous retrouverez dans le slide d'après mon adresse personnelle ou autrement vous pouvez également le poser sur le site internet ou sur info@yaskawa.eu.com et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir les nouveautés. Merci en tout cas de votre présence aujourd'hui et à bientôt pour des futurs webinars. Merci à tous, une très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.